Oui, alors pour commencer, c'est une vue exceptionnelle qu'on vous propose aujourd'hui. Nous sommes à Laon, nous sommes tout en haut d'une des tours de la cathédrale. Et comme il fait beau, eh bien, on a choisi de commencer le duplex ici, en plein soleil. Et je peux vous dire qu'avec Loïc, eh ben, on a envie de rester là parce que on y est quand même bien, Loïc. Là, il n'y a pas de vent, il n'y a rien et on est quand même super bien, hein. Là, c'est des conditions exceptionnelles aujourd'hui, hein, clairement. Ouais. Et puis, comme tu dis, on est sur le point le plus haut un peu de la ville, là. Parce que la ville de Laon, c'est quand même une ville perchée. Et là, on est en plus tout en haut de la tour sud de sa cathédrale. Donc, on doit être dans les alentours de, je sais pas, un peu plus de 160 mètres, quoi. Ça va, tout va bien. Tout le monde connaît mon vertige légendaire, hein, maintenant. Donc, oui, parce que alors là, on voit bien la ville basse, la ville haute, C'est ça. et puis la cathédrale qui surplombe tout ça. Et la cathédrale, oui, qui vient couronner en fait la ville. Et c'est vrai que ça nous permet d'avoir une vue assez incroyable. Là, on observe vraiment la topographie urbaine de la ville, qui est restée quasiment inchangée depuis l'époque médiévale. On distingue là ce vaste panorama, cette enclave naturelle qui est la cuve Saint-Vincent, qui n'a pas encore, dont les arbres n'ont pas encore sorti toutes leurs feuilles, mais ça vient. Ça commence tout Ouais, ça doucement, hein. commence. Et on ira tout à l'heure d'ailleurs, on ira voir tout à l'heure. Exactement. On ira tout à l'heure. Et puis, là, sur les côtés, là, on peut observer les contreforts du chemin des Dames, là-bas, au sud, sud-ouest. On va s'avancer pour voir justement, parce que c'est vraiment là-bas de l'autre côté. On observe tous ces monts, là, vous voyez, toutes ces petites montagnes, ces petits vallonnements, là aussi vers l'ouest, vers les plateaux les vallons d'Anizy. Et puis, par contre, derrière nous au nord, là, on a une sorte de plaine là, qui s'en va vers la Thiérache et puis plus loin vers la Belgique. Donc c'est vrai qu'ici, on a une vue incroyable. Et alors, c'est vraiment une chance pour vous et pour nous également, Eh oui. parce que ce toit n'est pas ouvert au public, hein. Non, effectivement pas encore, puisque l'ascension est quand même un petit peu sportive. Oui. Et c'est sûrement l'une des options qui seront choisies dans les années à venir pour sécuriser l'accessibilité, et puis permettre au public de découvrir cette vue incroyable. Oui, parce que un temps comme aujourd'hui, il n'y a pas de vent, je sais pas, il va faire 15-16 degrés là, en plein soleil. Voilà, et on voit surtout tout Laon, et même au-delà, parce que tu nous disais tout à l'heure en préparant qu'il y a un endroit qu'on va visiter tout à l'heure, C'est ça. et qu'on distingue alors qu'on ne le voit pas d'habitude. Tout à fait, on va aller sur le plateau Saint-Vincent pour ceux qui connaissent, plus précisément à l'endroit qui est la batterie Morlot. Et on distingue là le fondement de la batterie Morlot là, qui est là-bas sur son monticule. On le verra mieux tout à l'heure, on appréciera. Et là, Jérôme vient de tenter une approche assez risquée, puisqu'il vient de nous montrer le parvis, hein, justement, de la cathédrale qu'on a l'habitude de voir d'en bas. Oui. Mais alors là, le voir d'ici, c'est incroyable, C'est hein. incroyable. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, là, on se rend compte de la petitesse de ce parvis. On a l'habitude de grands parvis, pour ceux qui connaissent Amiens, Chartres, Reims, Paris, bien sûr. Et là, on est sur un parvis très réduit, très réduit, enclavé. Et d'ailleurs, la cathédrale, on a souvent tendance à dire, on la voit de loin quand on arrive dans les alentours de Laon. Et puis à un moment, on se retrouve en ville haute, on ne la distingue plus. Au détour, et puis on arrive au fil du dédale des rues, et on tombe sur cette élévation là, sur ce petit parc. Qui est juste magnifique. Voilà. Merci de nous avoir permis de pouvoir monter ici, et on va redescendre parce que dans quelques instants on va faire une activité assez originale du street golf, et puis on continuera de vous faire découvrir Laon, mais cette fois sur le plancher des vaches. À tout de suite. Voilà, c'est assez original ce qu'on vous propose de découvrir aujourd'hui, du street golf. Alors vous connaissez le golf bien évidemment, où il faut tirer dans des trous. Et bien là, ce ne sont pas des trous, les cibles, eh bien, ce sont des objets urbains, des objets de la ville. Et ça s'appelle donc le street golf. On va en parler avec Vivien. Bonjour Vivien, merci de nous accueillir dans cette nouvelle discipline, parce que alors pour moi elle est complètement nouvelle. Alors le street golf, je le disais, je ne me trompe pas en disant il n'y a pas de trous, ce sont des cibles urbaines. Exactement. Le street golf, c'est le principe de déambuler dans les rues, de jouer au golf, mais on n'a pas de trous, on a des cibles urbaines à toucher. Le principe, finalement, reste le même que le golf, mais c'est juste la finalité qui est différente. Exactement, c'est exactement la même chose. On a un départ, on a une cible. Le but du jeu, c'est d'y arriver en moins de coups possible. Et alors, j'imagine que ça demande une certaine adaptation, parce qu'il y a les gens, enfin, là, on voit, il y a les gens qui se baladent, il y a les voitures, tout ça, il faut y faire attention. Il y a plusieurs adaptations. Tout d'abord sur le matériel. On va jouer avec des vieux clubs de golf qu'on récupère sur les brocantes.
Et on ne va pas jouer avec nos clubs de parcours qui sont beaucoup plus fragiles. Et on va également jouer avec une balle spécifique en mousse compressée. Ah oui, c'est pas la même balle que la balle de golf. Hein. Non, pas du tout. La balle avec laquelle on va jouer n'a aucune inertie. C'est une balle de 10 grammes environ et comparativement à la balle de golf qui fait plutôt 100 grammes. Et donc on se balade dans l'an, parce que là on est à l'an, on se balade dans l'an et l'idée voilà, c'est qu'on tire au fur et à mesure dans la ville. On se balade entre potes dans la ville. On peut se balader également avec les touristes. Ils veulent découvrir par exemple certains sites et l'an en dispose d'une certaine quantité pour passer de site en site médiévaux à travers le street golf. Il y a le côté sportif, parce qu'il y a une fédération de street golf. Une fédération sportive de street. Une fédération française, voilà. Exactement. Et il y a le côté du coup aussi découverte de la ville autrement finalement, parce que c'est rigolo de découvrir la ville par le street golf. C'est complètement alternatif, hédoniste, c'est-à-dire que on s'approprie la ville, j'ai envie de dire comme au pied des pistes, et on va déambuler dans la ville comme ça. Et tu peux jouer, tu viens faire du street golf à la manière dont tu as envie de jouer. Tu peux faire de la détente, de la promenade, tu peux faire de la découverte de la ville, mais si tu veux faire un côté sportif, on organise également des tournois. Ça c'est canon du coup. Oui, alors je veux bien essayer, mais avant d'essayer de viser un lampadaire ou même la muraille, je pense qu'il faut peut-être que j'essaie un petit coup là pour voir si déjà j'arrive à toucher le poteau. Et alors à mon avis, avec moi tu as du boulot, je pense. Hein. Alors explique-moi. Je vais te donner la balle que tu vas pouvoir poser au sol et je te propose de faire un coup d'essai avec un fer neuf. D'accord, ok, j'ai le privilège d'utiliser un fer neuf. Je la mets n'importe où, on s'en fiche. Tu la mets ici. Hop, et voilà. Puis, ce que je te propose, c'est d'aller toucher ce poteau blanc. D'accord. Distance. Ok. Si tu veux, alors, tu vas prendre le micro, voilà, comme ça je joue en même temps. Aux journalistes. Ce que je dois faire. Donc, tu vas te mettre, si tu tires dans cette direction, déjà tu es droitier ou gaucher? Je suis droitier. Tu es droitier, donc tu vas te mettre dans cette position, la balle à peu près au milieu des pieds, les pieds parallèles. Voilà. Ensuite, ta position de main, elle est déjà très correcte. Tu vas monter tes mains afin de les serrer, voire passer au-dessus de ton pouce de cette façon. Un peu plus bas. Alors, un peu plus bas ta main droite. Voilà. Et tu serres bien. Voilà. Tu serres bien tes poignets et ton swing, ça sera uniquement un balancier. Comme ça. Voilà. Et tu touches pas au poignet, tes poignets sont fixés. D'accord, c'est juste le balancier. Tu vas abaisser un petit peu le centre de gravité en fléchissant légèrement tes genoux. Et ce que je te propose de faire, c'est un petit coup d'essai, déjà sans balle, avec un petit balancier. N'hésite pas à venir toucher le sol, ce sont des clubs qui sont faits pour ça. Très bien. C'est pas mal du tout ça, c'est pas mal du tout. Alors ensuite, il faut viser. Donc pour viser, tu vas devoir mettre l'axe formé par tes deux pointes de pied dans l'axe de la cible. Donc la cible est ici, et ici, tu vois, on a l'axe de la balle. Ce que je te propose de faire, c'est de refaire un petit coup d'essai, et ensuite je pose la balle par terre, et c'est à toi de jouer. N'hésite pas à venir toucher. Ça va pas mal, hein? Ouais, c'est bien. Allez, c'est parti. Tu poses ton club juste derrière la balle. Hop, on oriente la face de club dans la cible. Et on y va. Et c'est à toi de jouer. Écoute, c'est normal. Bon, tout le monde passe par là, même moi. Ouais, je te l'avais dit que ce serait raté. Alors ce qu'on va faire plutôt, c'est que pour terminer ce duplex, on va te laisser faire un vrai coup. D'accord. C'est peut-être plus simple. Tu vas tirer où? Alors moi, je vais tirer dans cette direction. D'accord. Et pour vous montrer que le street golf, c'est à la fois de l'approche, mais aussi, c'est aussi du long jeu. On peut tirer jusqu'à 80, 100 mètres si on a le vent favorable. Bon, eh bien écoute, on te laisse faire. Voilà, on termine sur ce coup qui sera beaucoup mieux que le mien, j'imagine. C'est technique. Hein. Alors c'est étonnant parce que nous sommes toujours à Laon, mais nous sommes dans la cuve Saint-Vincent et ce qu'on appelle la campagne à la ville, Loïc. Ah oui, c'est ça. Ben voilà. Je pense qu'on y est. Ah oui, c'est incroyable. On vient de quitter la ville depuis 2 minutes, là, c'est ça? Et on se retrouve en pleine campagne, à côté des champs. Il y a des ruches derrière nous, des petites biquettes, des chevaux bientôt, et la forêt. Et la forêt, voilà. On va gagner la forêt après. Oui, alors c'est ça. Alors on va la découvrir, la forêt, mais moi ce que je trouve quand même incroyable dans ce lieu, c'est que on voit la ville, on voit la cathédrale où nous étions tout à l'heure. En 5 minutes, on arrive là et on est coupé, isolé, et on n'a même pas non plus le bruit de la ville. On n'a absolument rien. On entend les oiseaux d'ailleurs. C'est ça. Les bruits de la ville sont évacués et on est en pleine campagne.
Ça, c'est vraiment une très grande particularité de la ville, c'est cette cuve Saint-Vincent qui est enserrée entre les deux bras de la ville. On est en ville basse aussi, et voilà, on admire les monuments, les maisons qui sont au-dessus de nous, et on est dans une sérénité, mais absolument incroyable. Et alors, on a donc, oui, bah, complètement. Et donc, on a réussi à venir ici grâce aux grimpettes. Oui. Voilà. Réseau des grimpettes. Alors, les grimpettes, c'est un petit nom local. C'était tout ce réseau de chemins qui reliait Ville-Basse à Ville-Haute. Et ce, depuis les temps immémoriaux. Hein. Donc ça servait aux habitants, aux locaux, notamment pour acheminer leur production. Parce qu'ici, par exemple, on produisait du vin, mais on produisait aussi des légumes, des fruits. Et donc il fallait acheminer ça vers la ville haute, qui était la plus densément peuplée à l'époque médiévale, hein, en grosso modo. Et donc il fallait sortir les cultures, les productions, puis aller les vendre, les écouler en ville haute. Il fallait les monter par les grimpettes. Ouais. C'est ça. Eh bien oui, on produisait du vin à Laon, et donc il faut imaginer que tout autour de nous, c'était des vignes finalement. Oui, alors effectivement, c'est pas la vision qu'avait l'homme de l'époque médiévale, en gros, c'est-à-dire que tous les coteaux là qui nous entourent étaient constellés de pieds de vigne. Et on produisait des vins très courus, très prisés, notamment je pense à ce cru qui s'appelait la goutte d'or, le vin de la goutte d'or qui était servi lors de tous les sacres royaux, par exemple. Il y avait aussi le Clos Saint-Rémy et puis d'autres, et c'était des vins qui étaient consommés évidemment en local, mais qui étaient aussi exportés vers l'Europe, et très très loin, la Flandre, les îles britanniques, voire même l'Europe de l'Est. C'est dingue de se dire que finalement les rois de France ont bu le vin de Laon. Si on résume, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Puis en plus, un moment très particulier, leur sacre quand même. C'est-à-dire que c'était un moment de fête, de joie, de liesse. Et ouais, faut dire que l'évêque de Laon était le deuxième pair de France. Père PAIR, et donc forcément c'était quelqu'un qui était au niveau du clergé, de l'institution ecclésiale, très élevé. Donc forcément, on faisait venir un vin aussi, et le vin de Laon a donné toute la richesse à la ville pendant près de 1500 ans, puisqu'on l'a beaucoup cultivé. Et on n'en fait plus du tout. Non. Il n'y en a plus du tout. Il va falloir en replanter des vignes alors, hein, il y a de l'espace. Hein. Ouais, peut-être que le réchauffement climatique, là pour le coup, va peut-être accentuer cette... je crois qu'il y en a dans la Somme, d'ailleurs, qui a réapparu, et peut-être, pourquoi pas, dans l'avenir. Voilà, c'est une bonne idée. Bon, ça commence à grimper, là quand même, et ça fait un beau sentier de balade. Hein. C'est un sentier même. Oui. L'ensemble des grimpettes, ça fait de belles balades. Hein. L'ensemble des grimpettes, oui, il y en a plusieurs qui sont référencées, qui sont entretenues par la ville de Laon. Et effectivement, c'est un lieu très très prisé par les Lanois, par les touristes aussi qui les découvrent. Et c'est un lieu hyper bucolique, quoi. On a envie de s'y promener, d'y revenir, d'y courir, d'y marcher, d'y jouer. Enfin bref, quoi. C'est un très beau lieu. C'est un très beau lieu. Voilà. On quitte la ville, on quitte la cuve, et on arrive là sur ce réseau de grimpettes. On arrive dans ce bois, et on est complètement dépaysé. Et d'ailleurs, je pense qu'on ne peut pas l'entendre, mais si on se tait, on entend bien les oiseaux. Voilà. Alors nous, on continue notre petite balade et puis on se rejoint dans quelques instants. À tout de suite. Et on continue de profiter de ce beau soleil ici à Laon pour vous faire découvrir la ville en extérieur. Et vous allez voir, c'est encore un point étonnant que nous fait découvrir Loïc. Nous sommes sur la batterie de Morlaix, c'est ça? Alors, moi quand je pense à batterie, je pense à militaire forcément, je pense à canon forcément, mais c'est pas du tout ça. Non, alors ici c'est une batterie sans canon, mais c'est une batterie militaire. Alors ça sert à quoi si c'est une batterie sans canon? Alors, si c'est une batterie sans canon, on appelait ça une casemate. Là, on marche sur la casemate observatoire, c'est-à-dire un poste d'optique. Il faut imaginer qu'en dessous de nous, là, il y a un dôme, c'est ça, et il y a une cavité. Il y avait des cavités, des salles, en l'occurrence, avec des ouvertures percées sur les flancs. Et donc, qui dit poste optique, dit usage justement de moyens optiques, c'est-à-dire avec un jeu de miroir, ça servait à communiquer avec l'extérieur et à communiquer avec tous les forts militaires des extérieurs, grâce au soleil. Ouais. Ça veut dire qu'avec le soleil, un système de miroir, on arrivait donc à envoyer des messages à plusieurs kilomètres là autour de nous. Oui, alors faut s'imaginer qu'on est à la fin du 19e, on n'a pas les moyens de communication ni civils ni militaires d'ailleurs qui existent à l'heure actuelle, donc on avait trouvé ce moyen pour communiquer sans faire intercepter les messages par l'ennemi, puisqu'on est en hauteur. Donc les messages passaient au-dessus de la plaine, au-dessus normalement de la tête des ennemis, et étaient perçus et captés par les autres forts ou batteries qui se trouvaient dans les grandes alentours. On pouvait communiquer sur des dizaines de kilomètres avec ce jeu du soleil obtenu par un jeu de miroir en fait. C'est incroyable, mais pourquoi ici? Pourquoi à Laon et pourquoi là aux alentours?
Alors pourquoi Laon? Parce que Laon avait été choisi par, en gros, par l'armée, le haut état-major, et en l'occurrence par le général Serré de Rivière, puisqu'on est sur une fortification qui doit son nom à ce général Serré de Rivière, et avait choisi la ville de Laon, comme d'autres, comme étant le second verrou pour défendre Paris. Il fallait absolument pas, on est au lendemain de la guerre de 1870, la trouille, la peur, la hantise, c'est de voir revenir les Prussiens ou les Allemands, peu importe, en tout cas l'envahisseur de l'Est. Et donc il faut absolument interdire l'accès à Paris. Et Laon fait partie de ces villes de second niveau, de seconde zone, pour interdire l'accès à la capitale. Et alors ce qui est étonnant, c'est que Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, finalement, on s'en sert pas. Non. Ouais, ça c'est étonnant. Ça c'est une petite ironie de l'histoire, hein, comme elle en est souvent habitée. En fait, très vite après la construction, après tout ce système de fortification énorme, hein. Fortification de Serré de Rivière, c'est surtout le nord et l'est de la France. Quelques années après, moins de 10 ans après, un ingénieur français découvre un nouveau type d'explosif qui rend complètement obsolète tout ce génial système de défense. Voilà, donc effectivement, ces forts-là, ces batteries, la ville de Laon sera déclassée militairement juste avant la Première Guerre mondiale. D'accord. C'est tout à fait étonnant. Et alors, encore une chose étonnante, c'est que ici, il y a également eu un moulin. Ça, c'est quand même dingue. Ouais, bah oui, on est sur une éminence, hein, rappelons-le. Donc voilà, pour capter le vent, là on le sent un petit peu, hein, le vent. On le sentait moins tout à l'heure sur la cathédrale. Mais là, effectivement, il y avait un moulin. Ici, on est donc sur le plateau Saint-Vincent actuel. On est à l'extrémité de ce que l'on appelait avant le champ Saint-Martin, et on est orienté surtout plein ouest. Et donc, c'est-à-dire, plein ouest, les vents dominants viennent de l'ouest, hein, généralement. Et donc, tout ce secteur était constellé de moulins. Encore courant 19e. Et d'ailleurs, on voit la trace de ce moulin sur le plan relief qui est actuellement visible dans les locaux de l'Office de tourisme de l'Hôtel Dieu à Laon. On voit le petit moulin, puisque le plan date de 1850. Ah, et pourquoi Morlot? Pourquoi Morlot? On ne l'a pas dit ça, pourquoi Morlot? C'est vrai que d'habitude, les batteries ont le nom d'un militaire, Ouais, mais pas là. Mais pas là, effectivement. Là, on a repris le nom du lieu, tout simplement pour nommer cette batterie. Donc on l'a appelée batterie Morlot. Alors l'étymologie de Morlot, ouais, elle se perd un peu. On ne sait pas trop. On peut estimer qu'il y avait ici l'un des plus vieux cimetières, sinon le plus vieux cimetière de Laon. Bon voilà, c'est des théories qui courent. On est aussi vers l'ouest, c'est-à-dire vers le soleil couchant, vers la mort. Voilà, peut-être, bon, pourquoi pas. Imaginer plein de choses. Imaginer plein de choses, ça fait partie des légendes. Mais voilà, exactement, et qu'on va conserver. Merci beaucoup, Loïc, nous a fait partager tous ces belles balades depuis tout à l'heure. Et puis n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, et même si vous n'êtes pas dans le coin, eh bien, à venir passer quelques jours ici à Laon. Vous l'avez vu, c'est une très belle ville avec plein de points forts. On peut y passer un week-end, faire plein de balades et apprendre plein de choses. N'hésitez pas à venir à Laon.